Quand j'ai essayé d'ouvrir le réfrigérateur dans ma propre cuisine, elle m'a frappé la main d'un coup sec, comme ça, comme si j'étais un enfant vilain volant des biscuits. Le son a résonné dans le silence de minuit 12. Et pendant un instant, je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Je suis resté là, figé, fixant ma main devenue rouge, ressentant le picotement physique, qui n'était rien comparé à la profonde humiliation que je ressentais au-dedans de moi. Victoria m'a regardé avec ses yeux pleins de mépris, comme si j'étais un insecte gênant sur son chemin, et a dit d'une voix glaciale que je n'oublierai jamais, « Où crois-tu aller sans permission ?» Je n'ai pas pu répondre. Les mots étaient bloqués dans ma gorge. J'avais l'impression que ma propre maison était devenue une prison dont j'étais l'intruse. Et puis j'ai entendu la voix de Robert, mon fils, ce garçon que j'avais porté pendant 9 mois, celui que j'avais allaité, celui que j'avais veillé chaque nuit quand il avait de la fièvre, disant quelque chose qui a fendu mon âme en deux, ma femme est la propriétaire de la maison maintenant. Tu as besoin de lui demander sa permission même pour respirer. À ce moment-là, mon monde s'est effondré. Non pas à cause de la gifle, non pas à cause de ses mots à elle, mais parce que mon propre fils me trahissait. J'ai eu l'impression que le sol s'ouvrait sous mes pieds et m'avalait tout entière. J'avais 62 ans et je n'avais jamais imaginé que je finirais ainsi, humilié dans ma propre maison, celle-là même que j'avais bâtie avec tant d'efforts aux côtés de mon défunt mari. Les murs qui autrefois résonnaient de rire et d'amour semblaient maintenant se refermer sur moi, m'étouffant. J'ai regardé Robert, cherchant la moindre trace du fils que je connaissais. Mais ce que j'ai vu, c'était un étranger, un homme complètement dominé aux yeux vides, répétant les mots de sa femme comme s'ils étaient un commandement sacré. Je me suis demandé à quel moment je l'avais perdu, à quel moment il avait cessé d'être mon garçon pour devenir la marionnette de cette femme. Victoria a croisé les bras sur sa poitrine et a souri. Ce sourire était totalement dépourvu d'humanité. C'était de la cruauté pure et distillée. Maintenant, retourne dans ta chambre, Lorraine, a-t-elle dit, utilisant mon nom comme s'il s'agissait d'une insulte. Et la prochaine fois que tu as faim, tu me le demandes poliment. Il y a des règles ici et tu vas les suivre. Compris? J'ai hoché la tête parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Mes jambes tremblaient et je sentais que si j'ouvrais la bouche, seul un sanglot brisé en sortirait. Je me suis retourné et j'ai marché vers ma chambre, sentant leur regard fixé sur mon dos comme des couteaux. Chaque pas me semblait lourd, comme si je portais le monde entier sur mes épaules. J'ai fermé la porte de ma chambre et je me suis effondré sur le lit. Des larmes ont commencé à couler sur mes joues de manière incontrôlable. Je pleurais en silence, me mordant les lèvres pour ne pas faire de bruit, car même pour pleurer, j'avais besoin de permission dans ma propre maison. Mon estomac grondait de faim. Mais la douleur émotionnelle était bien plus forte que n'importe quel besoin physique. Comment en étais-je arrivé là? Comment avais-je laissé cela se produire? Ces questions me torturaient alors que je fixais le plafond de ma chambre, ce même plafond que j'avais peint il y a des années lorsque mon mari était encore en vie. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie, comme si quelqu'un avait volé mon existence pour ne me laisser qu'une coquille vide. Je pensais à Walter, mon défunt mari, et je me demandais ce qu'il dirait s'il pouvait voir cela. C'était un homme de principe, un homme qui n'aurait jamais permis à quiconque de me traiter de cette façon. Il aurait affronté Robert. Il l'aurait ramené à la raison. Mais Walter était sous terre depuis 3 ans, et j'étais complètement seul dans ce cauchemar. Je me suis souvenu de la nuit où Robert m'avait appelé il y a 6 mois, avec cette voix désespérée qu'aucune mère ne peut ignorer. « Maman, j'ai besoin de ton aide », avait-il dit. Victoria et moi traversons une période difficile. J'ai perdu mon emploi et nous ne pouvons pas payer le loyer. Est-ce qu'on pourrait s'installer chez toi juste pour un moment? Je promets que ce sera temporaire. Comment aurais-je pu refuser? C'était mon fils unique, la personne la plus importante de ma vie après Walter. Bien sûr, j'ai dit oui. Bien sûr. Je n'avais jamais imaginé que j'invitais le diable dans ma maison. Au début, tout semblait normal. Victoria était polie, même agréable. Elle m'aidait pour certaines tâches ménagères, souriait quand je la regardais et m'appelait « belle maman » avec une affection apparente. Robert semblait soulagé d'avoir un toit au-dessus de sa tête, et promettait constamment qu'il trouverait bientôt un travail et qu'il partirait. « C'est juste temporaire, maman », répétait-il chaque semaine. Mais les semaines sont devenues des mois, et j'ai commencé à remarquer de petits changements. Victoria a commencé à réouvrir ma cuisine sans me demander.
Elle a déplacé mes casseroles et mes poêles dans des endroits que je ne pouvais pas facilement atteindre. Elle a remplacé mes serviettes de bain par de nouvelles qu'elle avait achetées, rangeant les miennes dans un tiroir comme s'il s'agissait de déchets. De petites invasions que j'ignorais parce que je ne voulais pas provoquer de conflit. Puis sont venues les suggestions. Lorraine, ne penses-tu pas qu'il serait préférable que tu dînes plus tôt? Robert et moi avons besoin d'intimité le soir. Oh, Lorraine, essaie de ne pas faire autant de bruit le matin. Tu nous réveilles. Chaque suggestion était un ordre déguisé, et moi, comme une imbécile, j'obéissais pour préserver la paix. Robert ne disait jamais rien. Quand j'essayais de lui parler du comportement de Victoria, il se contentait de hausser les épaules et de dire « Elle est stressée par la situation financière, maman. Donne-lui du temps. » Il s'agissait toujours de lui donner du temps, toujours d'être patiente, c'était toujours moi qui devais céder. Un jour, Victoria a décidé que mes horaires de télévision n'étaient pas appropriés parce qu'elle voulait regarder ses émissions. Un jour, elle a décrété que je ne pouvais pas utiliser la machine à laver le week-end parce que c'était son moment pour faire leur lessive. Et Robert acquiesçait à tout, comme un chien obéissant suivant les ordres de son maître. Mais rien ne m'avait préparé à ce qui allait suivre. Rien ne m'avait préparé à ce moment précis. Ma propre maison allait cesser d'être la mienne, et je deviendrais prisonnière dans le lieu où j'avais passé les meilleures années de ma vie. La tempête ne faisait que commencer, et j'étais loin de me douter que le pire était encore à venir. Tout a vraiment commencé à changer il y a 3 mois, lorsque Victoria a annoncé pendant le dîner qu'elle avait pris des décisions importantes pour améliorer la cohabitation dans la maison. Je me souviens qu'elle a posé ses couverts avec un bruit sec qui m'a fait sursauter sur ma chaise. Robert la regardait avec cette expression d'adoration maladive qui me soulevait le cœur. À partir de demain, a dit Victoria d'une voix si ferme qu'elle semblait diriger une réunion d'entreprise, nous allons établir des règles claires. Cette maison a besoin d'ordre et de discipline. Je l'ai dévisagé, sans comprendre, attendant que Robert intervienne, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi. Mais il s'est contenté de hocher la tête comme si tout cela était parfaitement logique. Des règles? Ai-je demandé timidement, sentant ma voix trembler. Victoria, c'est ma maison. Je ne comprends pas pourquoi nous avons besoin de règles. Elle m'a regardé comme si je venais de dire la chose la plus stupide du monde. Elle a soupiré d'exaspération et a croisé les bras. Ce geste, je le connaissais déjà, signifiait qu'elle s'apprêtait à me dire quelque chose de désagréable. C'est précisément pour cela que nous avons besoin de règles, Lorraine. Parce que c'est ta maison et que tu l'as laissée sombrer dans le chaos. Robert et moi ne pouvons pas vivre ainsi. Si nous devons rester ici, les choses se feront à ma manière. La façon dont elle a prononcé « à ma manière » m'a glacé le sang. Elle ne suggérait pas. Elle imposait, et Robert restait assis là, silencieux, me trahissant par son indifférence. Le lendemain, une liste est apparue scotchée sur le réfrigérateur. Une longue liste écrite de l'écriture parfaite de Victoria, détaillant tout ce que je pouvais et ne pouvais pas faire dans ma propre maison. J'ai lu chaque ligne, sentant l'indignation monter dans ma poitrine, comme un animal sauvage essayant de s'échapper. Heure de cuisine, Lorraine ne peut utiliser la cuisine qu'entre 8 et 9 heures du matin et entre 14 et 15 heures de l'après-midi. En dehors de ces heures, la cuisine est le territoire exclusif de Victoria. Un territoire exclusif dans ma propre maison. J'ai continué à lire, les mains tremblantes. Utilisation de la salle de bain, Lorraine doit se doucher avant 7 heures du matin ou après 22 heures afin de ne pas interférer avec la routine du couple. Ma routine de toujours, la douche que je prenais tous les matins à 8 heures en écoutant les informations à la radio, n'avait plus d'importance. Je devais m'adapter à eux. Utilisation du salon, les vendredis et samedis soirs sont exclusifs pour Robert et Victoria. Lorraine doit rester dans sa chambre après 20 heures. Il me bannissait dans ma propre chambre comme si j'étais un vieux meuble encombrant le salon. La liste continuait ainsi avec plus de 20 points, tous plus absurdes et humiliants les uns que les autres. J'arrachai la liste du réfrigérateur avec une telle force que j'en ai déchiré un coin. Je suis allé directement à la chambre où Robert et Victoria dormaient encore. J'ai frappé avec insistance, sentant la rage couler dans mes veines comme de la lave bouillante. Robert, j'ai besoin de te parler tout de suite. Victoria a ouvert la porte, vêtue d'un peignoir en soie rose que je n'avais jamais vu, probablement acheté avec l'argent que j'avais donné à Robert pour ses dépenses. Elle m'a regardé d'un air agacé, comme si j'étais une démarcheuse importune interrompant sa matinée. Ça, ai-je dit, en agitant la liste devant son visage.
C'est ça qui ne va pas. Qui te crois-tu pour établir des règles dans ma maison? Ma voix est sortie plus forte que je ne l'aurais voulu. Des années de frustration accumulées trouvaient enfin un exutoire. Derrière Victoria, Robert est apparu, se frottant les yeux, ébouriffé et confus. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé de cette voix de petit garçon qu'il utilisait lorsqu'il voulait éviter les ennuis. Mais il n'était plus un enfant. C'était un homme de 35 ans qui avait choisi sa femme plutôt que sa mère. Et ce choix me détruisait petit à petit. Ce qui se passe, c'est que ta femme a mis une liste de règles sur mon réfrigérateur comme si c'était sa maison et que j'étais une invitée indésirable. Vas-tu permettre cela, Robert? Vas-tu vraiment la laisser me traiter ainsi? Je l'ai regardé d'un air suppliant, cherchant la moindre trace du fils aimant qui avait l'habitude de défendre sa mère contre tout. Victoria a fait un pas en avant que Robert ne puisse répondre. Ces règles sont nécessaires, Lorraine. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu étais seule. Maintenant, il y a 3 personnes dans cette maison, et nous avons besoin d'organisation. Ou préférerais-tu que nous continuions à vivre dans le désordre? Du désordre? Ai-je répété, incrédule. J'ai vécu dans cette maison pendant 40 ans avec mon mari, et il n'y a jamais eu de désordre. Le désordre a commencé quand vous êtes arrivés tous les deux. Les mots sont sortis avant que je ne puisse les arrêter, brut et honnête. J'ai vu le visage de Victoria se durcir, ses yeux se plisser comme un serpent prêt à attaquer. Robert, a-t-elle dit sans me quitter des yeux. Dis à ta mère que si elle n'aime pas les règles, elle devrait peut-être chercher un autre endroit où vivre. Le silence qui a suivi était assourdissant. J'attendais que Robert explose, qu'il dise à sa femme qu'elle était complètement folle, que c'était la maison de sa mère et que personne n'allait la mettre dehors. Néanmoins, Robert s'est contenté de soupirer, a passé une main dans ses cheveux et a dit « Maman, Victoria a un argument valable. Les règles vont nous aider à mieux nous entendre. Ce n'est pas si grave. Ce ne sont que quelques horaires. » J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Mon propre fils prenait son parti, validant cette folie, faisant de moi la méchante de ma propre histoire. Ce n'est pas si grave? Ai-je chuchoté, sentant les larmes commencer à me brûler les yeux. Robert, ils me prennent ma maison. Ils me prennent ma vie. Comment peux-tu ne pas voir cela? J'ai tendu la main vers lui, un geste maternel instinctif, essayant de me reconnecter avec mon fils. Mais il a fait un pas en arrière, s'éloignant de moi, choisissant la distance. Tu exagères, maman. Personne ne te prend rien. Nous essayons simplement de faire en sorte que cela fonctionne pour tout le monde. Si nous pouvions partir, nous l'aurions déjà fait. Mais nous n'avons pas d'argent. Nous avons besoin que tu sois compréhensive. Compréhensive. Ce mot est devenu le mantra que Robert répétait au cours des mois suivants, chaque fois que j'essayais de me défendre. Victoria a souri avec satisfaction, sachant qu'elle avait gagné. Je suis ravi que tu comprennes, Robert. Ta mère doit apprendre que les choses ont changé. Elle s'est retournée et est rentrée dans la chambre, me laissant planter là avec mon fils, sentant l'abîme entre nous s'élargir et devenir impossible à franchir. Comment peux-tu la laisser te manipuler ainsi? Lui ai-je demandé à voix basse, une dernière tentative pour le faire réagir. Ton père serait tellement déçu de te voir comme ça, Robert, transformé en homme sans colonne vertébrale. Je sais que c'était des mots durs, mais c'était la vérité, et quelqu'un devait la lui dire. Le visage de Robert s'est durci. Ne mêle pas papa à ça. Il n'est pas là, et tu n'as aucune idée de ce qu'il penserait. Victoria est ma femme et je vais la soutenir. Si tu ne peux pas respecter cela, alors nous avons un problème. Il m'a tourné le dos et m'a fermé la porte au nez. Littéralement, le bruit de cette porte qui se fermait a résonné dans ma poitrine comme la fermeture d'un cercueil. Je suis resté là, dans le couloir, la liste froissée toujours à la main, sentant mon monde s'effondrer. J'avais perdu mon fils. Je l'avais perdu au profit d'une femme manipulatrice qui avait trouvé la victime parfaite. Un homme peu sûr de lui, sans emploi, vulnérable et facile à contrôler. Je me suis traîné jusqu'à ma chambre, me sentant soudain comme une femme de 100 ans. Je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé les photographies sur ma table de chevet. Walter et moi le jour de notre mariage, jeune et plein de rêves. Robert bébé, potelé et souriant dans mes bras. Une photo de famille à la plage, riant tous ensemble sous le soleil. C'est à ce moment-là que tout s'est brisé.
À partir de ce jour, j'ai suivi les règles. Non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je n'avais plus la force de me battre. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures pour me doucher avant l'heure interdite. Je cuisinais dans les limites de temps étroites que Victoria m'avait assignées. Je m'enfermais dans ma chambre les vendredis et samedis soirs comme une prisonnière purgeant sa peine. Et le pire de tout était de voir Robert tous les jours, de le croiser dans les couloirs de ma propre maison sans le reconnaître. Le fils que j'avais élevé, le garçon qui me prenait autrefois dans ses bras et me disait que j'étais la meilleure maman du monde, me regardait désormais comme si j'étais un obstacle dans sa vie. Victoria l'avait complètement métamorphosé, et je ne savais pas comment le retrouver. Les semaines suivantes furent un cauchemar silencieux. Chaque jour, Victoria trouvait de nouveaux moyens de me rappeler que je n'étais plus maîtresse de ma propre vie. Elle commença à réorganiser toute la maison à son goût sans me consulter, comme si mes 40 ans de vie dans ces lieux ne signifiaient absolument rien. Un jour, en rentrant des courses, j'ai découvert qu'elle avait déplacé tous les meubles du salon. Mon fauteuil préféré, celui où Walter et moi nous asseyions pour regarder des films le dimanche soir, était maintenant coincé contre le mur, presque caché derrière une plante immense qu'elle avait achetée. À sa place, un nouveau canapé gris occupait le centre de la pièce. Je l'ai acheté avec l'argent que Robert a économisé, a-t-elle dit en me voyant la regarder, bouche bée. Nous savions toutes les deux que Robert n'avait pas de travail, et que l'argent provenait de ma pension. Mais elle osait me mentir en face. Tu ne m'as pas consulté, ai-je dit, essayant de rester calme même si je sentais ma poitrine brûler d'indignation. Tu aurais pu me demander avant de tout changer. Victoria n'a même pas levé les yeux de son téléphone portable. Elle était assise sur son nouveau canapé, jambes croisées, vernissant ses ongles d'un rouge profond qui me rappelait le sang. Je n'ai pas besoin de ton autorisation pour améliorer cette maison, Lorraine. Elle était vieille et déprimante. Maintenant, au moins, elle a du style. La manière méprisante dont elle a prononcé « vieille et déprimante » m'a frappé comme une gifle. Elle ne parlait pas seulement des meubles. Elle parlait de moi, de ma vie, de tout ce que Walter et moi avions construit ensemble. J'ai essayé de parler à Robert ce soir-là, mais il avait déjà sa réponse automatique prête. « Maman, l'ancien canapé était usé. Victoria essaie juste de rendre la maison plus agréable. Tu devrais la remercier au lieu de te plaindre. » La remercier d'avoir dépensé mon argent pour des choses que je n'avais pas demandées? D'avoir effacé les souvenirs de mon mari de cette maison? De transformer mon foyer en quelque chose de méconnaissable? Mais ce n'était que le début. Victoria a commencé à inviter ses amies sans m'en parler. Elles arrivaient en groupe, bruyantes et envahissantes, occupant le salon comme s'il s'agissait d'un café public. Je m'enfermais dans ma chambre, écoutant leur rire et leurs conversations, me sentant comme une étrangère dans mon propre espace. Une fois, je suis sorti pour aller aux toilettes, et l'une d'elles m'a toisé de haut en bas avec un mépris évident. « C'est ta belle-mère » a-t-elle demandé à Victoria d'un ton qu'elle n'a même pas pris la peine de baisser. La pauvre. Ça doit être dur de vivre comme une parasite à son âge. Ses amis ont ri, et j'ai senti l'humiliation me brûler de l'intérieur. Victoria n'a rien dit pour me défendre. Elle a juste souri et changé de sujet, me laissant planter là comme une imbécile pendant qu'elle m'ignorait toute. Elle a commencé à contrôler ce que je mangeais. Elle disait que je devais faire un régime, que je devais mieux prendre soin de moi à mon âge. Elle a éliminé de la réserve tout ce que j'aimais, les biscuits à l'avoine que je mangeais avec mon café le matin, le chocolat que je gardais pour les moments difficiles, et même la confiture de fraises que Walter m'achetait chaque mois. Ces choses ont trop de sucre, Lorraine. Ce n'est pas sain, disait-elle en remplissant les étagères de ces produits biologiques ridiculement chers que je finissais par payer. Quand j'osais m'acheter quelque chose, un petit détail qui m'apportait ne serait-ce qu'un instant de bonheur, Victoria le trouvait et le jetait à la poubelle. Je t'ai dit pas de sucre, Lorraine. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Et Robert, mon propre fils, hochait la tête comme si elle me faisait une faveur, comme si contrôler chaque aspect de ma vie était un acte d'amour et non de cruauté. Un après-midi, j'ai décidé de préparer le rôti de bœuf que Robert avait toujours adoré. Cette recette que ma mère m'avait apprise et qui était dans notre famille depuis des générations. Je voulais retrouver ne serait-ce qu'un instant de connexion avec mon fils, lui rappeler l'époque où nous étions une famille heureuse. J'ai passé tout l'après-midi dans la cuisine pendant mon court créneau horaire autorisé, mettant tout mon amour dans ce plat. Quand j'ai servi le dîner, Victoria a senti le rôti et a froncé le nez de dégoût. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça sent terriblement mauvais.
Mon cœur s'est serré. C'est le rôti préféré de Robert, ai-je dit en essayant de sourire. Il adorait ça quand il était enfant. J'ai regardé Robert, espérant qu'il se souvienne, qu'il dise quelque chose de gentil, qu'il me donne ne serait-ce qu'une miette d'affection. Mais Victoria a parlé la première. Robert ne mange plus ce genre de nourriture lourde. Nous faisons attention à ce que nous mangeons, tu te souviens? D'ailleurs, j'ai déjà préparé des salades pour le dîner. Elle a désigné le réfrigérateur où se trouvaient effectivement 2 salades parfaitement disposées dans des récipients en verre. Seulement 2 salades, une pour elle, une pour Robert. Aucune pour moi. Tu as mangé pendant ton créneau horaire autorisé, a-t-elle ajouté avec ce faux sourire que je détestais tant. Je ne savais pas que tu allais cuisiner, bien que tu aurais dû m'en informer. Les règles stipulent que tu dois te coordonner avec moi avant d'utiliser la cuisine en dehors de tes heures. Ce n'était pas vrai. J'avais cuisiné exactement pendant mon créneau assigné, mais argumenter avec elle était inutile. Elle trouvait toujours un moyen de me faire passer pour la coupable. Robert n'a même pas goûté au rôti. Il a mangé sa salade en silence pendant que je fixais la marmite pleine de nourriture que personne n'allait manger. Tout cet après-midi gâché, tout cet amour rejeté. Ce soir-là, j'ai jeté le rôti à la poubelle et j'ai pleuré au-dessus de l'évier, essayant de ne pas faire de bruit pour qu'il ne m'entende pas. Les jours se sont transformés en un cycle sans fin de petites humiliations qui s'accumulaient comme des pierres sur ma poitrine. Victoria critiquait mes vêtements, disant que je m'habillais comme une vieille dame et que c'était embarrassant quand nous sortions ensemble. Elle critiquait ma façon de parler, ma façon de marcher, ma façon d'exister. Et Robert ne disait jamais rien, ne me défendait jamais. Il se contentait d'acquiescer ou de regarder ailleurs. Il a arrêté de m'appeler « maman ». Désormais, il disait simplement « Lorraine », avec ce ton impersonnel qu'on utilise avec une connaissance, pas avec la femme qui vous a donné la vie. Chaque fois que j'entendais mon nom sur ses lèvres sans être précédé de « maman », je sentais une petite partie de moi mourir à l'intérieur. Victoria avait réussi à effacer même cela, même le lien le plus sacré entre une mère et son fils. J'ai commencé à avoir peur dans ma propre maison, peur de faire du bruit, peur de prendre de l'espace, peur de respirer trop fort. Je marchais sur la pointe des pieds dans les couloirs comme un fantôme, essayant de ne pas les déranger, d'éviter d'exister de trop. Ma propre présence était devenue indésirable, et je me réduisais chaque jour un peu plus, devenant plus petite, disparaissant. Une nuit, j'ai surpris Victoria en train de parler à quelqu'un au téléphone. Sa voix traversait les minces cloisons de ma maison. « Ne t'inquiète pas, je l'ai presque là où je veux », disait-elle en riant. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne décide de partir d'elle-même. Et quand cela se produira, cette maison sera complètement à nous. Robert a déjà signé les papiers que je lui ai donnés. L'imbécile ne les a même pas lus. Mon sang n'a fait qu'un tour. Quel papier? De quoi parlait-elle? Je suis resté collé au mur de ma chambre, retenant mon souffle, essayant d'en entendre plus. Oui, l'avocat a dit que cette signature suffit. Quand elle partira ou s'il se passe quelque chose, Robert héritera automatiquement de tout. Et moi, en tant que sa femme, j'aurai des droits sur tout. Cette vieille folle n'a aucune idée de ce qui l'attend. J'ai eu la nausée. Victoria ne se contentait pas de me prendre ma maison de mon vivant. Elle planifiait de tout garder légalement. Et Robert, mon fils naïf et manipulé, avait signé quelque chose sans même me consulter. Le niveau de trahison était si profond que je ne pouvais pas le concevoir. Mon propre fils aidait à me dépouiller, même s'il ne le savait probablement pas. Le lendemain, j'ai essayé de parler à Robert de ce que j'avais entendu. Mon fils, j'ai besoin que tu me dises la vérité. As-tu signé des documents récemment? Quelque chose concernant la maison ou les héritages? Il m'a regardé, confus pendant une seconde, puis mal à l'aise. Victoria m'a demandé de signer des papiers de l'avocat. Elle a dit que c'était pour nous protéger légalement au cas où il t'arriverait quelque chose, pour rendre tout plus simple. « And you didn't think to consult me ?» ai-je demandé, sentant ma voix se briser. « Tu n'as pas pensé que je devais être au courant de documents qui concernent ma maison ?» Robert a haussé les épaules, ce geste d'indifférence qu'il avait perfectionné durant ces mois. Victoria a dit que c'était normal, que toutes les familles faisaient cela. Je ne voulais pas t'ennuyer avec des détails juridiques. Des détails juridiques. Mes économies, ma maison, ma vie entière réduite à des détails juridiques. Robert, ta femme te manipule.
Elle prévoit de tout prendre. Tu ne le vois pas. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Victoria est apparue, comme elle le faisait toujours au moment exact pour interférer. Tu lui remplis encore la tête de bêtises, Lorraine? Tu ne te fatigues donc jamais de causer des problèmes. Elle m'a regardé avec ses yeux froids et calculateurs. Robert, dis à ta mère d'arrêter d'inventer des complots. Elle est paranoïaque à cause de son âge. Et Robert, comme la parfaite marionnette qu'il était devenu, m'a regardé et a dit, « Maman, Victoria a raison. Tu vois des problèmes là où il n'y en a pas. » À ce moment-là, j'ai su que j'avais complètement perdu mon fils. Il n'y avait aucun moyen de lui faire voir la vérité. Victoria avait construit entre nous un mur si solide que mes mots ne l'atteignaient plus. Les choses ont empiré d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Victoria a commencé à contrôler jusqu'à l'air que je respirais dans ma propre maison. Elle a décidé que ma chambre avait besoin d'être rénovée. Et un jour, alors que j'étais à la banque pour toucher mon chèque de pension, elle y est entrée et a retiré toutes mes affaires. À mon retour, j'ai trouvé des cartons empilés dans le couloir et mes objets les plus précieux jetés sans ménagement. « Que as-tu fait » ai-je crié en la voyant sortir de ma chambre avec un sac rempli de mes photographies. « Ce sont mes affaires. Tu n'as pas le droit d'y toucher. » Victoria n'a même pas sourcillé. Elle a posé le sac par terre et s'est époussetée les mains comme si elle avait manipulé des ordures. « Relax, Lorraine. Je fais juste du rangement. Ta chambre était un désordre, rempli de vieux machins dont personne n'a besoin. » J'ai ouvert l'un des cartons et mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. Il y avait là les lettres d'amour que Walter m'avait écrites pendant nos fiançailles, les dessins que Robert avait faits à l'école maternelle, le châle que ma mère avait tricoté pour moi avant de mourir, le tout froissé et mélangé à de vieux vêtements sans aucun respect, aucun soin. Ces choses sont ma vie, ai-je dit, les larmes coulant sur mes joues. Ce ne sont pas des machins. Ce sont mes souvenirs. Eh bien, tes souvenirs prennent trop de place, a répondu Victoria en croisant les bras. De plus, j'ai besoin de ce placard pour mes vêtements. Celui de notre chambre est déjà plein. Notre chambre. La chambre principale qui avait été celle de Walter et moi pendant des décennies était désormais la leur. Et maintenant, il voulait mon placard, mon espace, tout ce qu'il me restait. Je ne te donnerai pas mon placard, ai-je dit, essayant de paraître ferme, même si tout mon corps tremblait. Vous avez déjà la chambre principale, la grande salle de bain, la moitié de la maison. Ma chambre est la seule chose qu'il me reste. Victoria a souri, ce sourire de serpent que je connaissais si bien. Eh bien, alors je suppose que ces cartons vont rester ici dans le couloir. Ce serait dommage que quelqu'un trébuche dessus et se blesse. C'était une menace voilée. Si je ne cédais pas, elle détruirait mes affaires, les jetterait, les ferait disparaître. Je le voyais dans ses yeux, cette cruauté calculée qu'elle avait perfectionnée. J'ai avalé ma salive et hoché la tête, vaincu. Très bien, tu peux utiliser le placard. Son sourire s'est élargi. Je savais que tu finirais par être raisonnable, Lorraine. Tu vois, quand tu coopères, tout est plus facile. Ce soir-là, j'ai mis mes souvenirs les plus précieux dans une petite boîte à chaussures que j'ai cachée sous mon lit. Les lettres de Walter, les photos de Robert bébé, la bague de fiançailles que je ne portais plus parce que Victoria disait qu'elle était démodée. Tout ce qu'il me restait de ma vie passée tenait désormais dans une boîte que je devais cacher comme si j'étais une criminelle. Victoria a commencé à inviter Robert à sortir sans moi, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. « Allons au cinéma », disait-elle en prenant le bras de Robert. « Juste nous deux. Nous avons besoin de temps en couple. » Et il partait, me laissant seul dans la maison, ma maison, me sentant comme une intruse qui devait être reconnaissante qu'on lui permette de rester. Quand il rentrait, il apportait toujours des plats à emporter, mais seulement pour eux deux. L'odeur de la pizza ou du poulet frit remplissait la maison pendant que j'étais dans ma chambre, le ventre vide, me demandant quand ma vie avait tourné ainsi. Une fois, Robert a frappé à ma porte et m'a offert une part de pizza. Nous en avons apporté en plus au cas où tu aurais faim. Avant que je ne puisse accepter, j'ai entendu la voix de Victoria depuis le salon, « Robert, viens ici. Cette pizza est pour le déjeuner de demain. Tu ne peux pas la donner comme ça. » Et Robert, comme toujours, a obéi. Il a haussé les épaules, m'a dit « Je suis désolé » et a refermé ma porte. Il n'avait même pas le courage de rester, d'affronter sa femme, de me choisir, ne serait-ce qu'une seule fois.
Les humiliations sont devenues une partie de ma routine quotidienne. Victoria a commencé à me laisser des listes de corvées à faire, laver ses vêtements, nettoyer sa salle de bain, cuisiner ses plats préférés. Quand je protestais, elle disait que c'était le moins que je puisse faire puisque je vivais gratuitement dans la maison. Gratuitement dans ma propre maison, que j'avais payée avec mon argent de travail pendant des années. Un jour, j'ai osé refuser. Je ne lave pas tes vêtements, Victoria. Je ne suis pas ta bonne. Son visage s'est transformé en un masque de fureur. Ah non? Eh bien, alors je veux que tu me paies un loyer. Si tu ne contribues pas par ton travail, contribue par ton argent. 500 $ par mois pour ta chambre. 500 $? Ai-je répété, incrédule. C'est ma maison. Je n'ai rien à te payer. Victoria s'est approchée de moi, si près que je pouvais sentir son parfum coûteux, celui qu'elle achetait avec mon argent. Cette maison appartiendra à Robert un jour, et Robert est mon mari, donc techniquement j'ai autant de droits que toi. Maintenant, soit tu laves mes affaires, soit tu paies. Je n'avais pas 500 $ de plus. Ma pension couvrait à peine les factures de la maison, la nourriture et les dépenses que Victoria générait constamment. Alors, j'ai lavé ses vêtements, me détestant à chaque vêtement que je mettais dans la machine, détestant ma lâcheté, mon incapacité à me défendre, ma peur de me retrouver complètement seul. Robert a fini par trouver un travail, mais c'était un poste à temps partiel qui payait à peine 800 $ par mois. J'ai pensé que cela changerait peut-être les choses, que peut-être il pourrait partir et que je récupérerais ma maison et ma vie. Mais au lieu de chercher leur propre logement, Victoria a annoncé que cet argent servirait à améliorer encore la maison. Ils ont acheté un immense téléviseur pour le salon, un ensemble de casseroles et de poêles ridiculement chers, de nouveaux rideaux pour toutes les fenêtres, tout cela avec l'argent qui était censé leur permettre de devenir indépendants. Et quand prévoyez-vous de déménager? Ai-je demandé un soir pendant le dîner. La question est restée suspendue dans l'air comme une bombe prête à exploser. Victoria s'est arrêtée de manger et m'a fixé. Déménager? Pourquoi déménagerions-nous, Lorraine? Nous sommes parfaits ici. De plus, tu as besoin de nous. Tu es une femme âgée qui vit seule. C'est dangereux. Tu devrais nous être reconnaissante d'être là pour prendre soin de toi. Prendre soin de moi. Ils me détruisaient petit à petit et ils appelaient cela du soin. Je n'ai pas besoin de vous, ai-je dit de la voix la plus ferme possible. J'ai vécu seul pendant 3 ans après la mort de Walter, et je me portais parfaitement bien. Vous aviez dit que c'était temporaire. Robert a enfin parlé. Mais ses mots ont été pires que son silence. Maman, ne sois pas égoïste. Victoria a raison. À ton âge, tu ne devrais pas être seule. De plus, c'est aussi ma maison. Ou as-tu oublié que je suis ton fils? Égoïste. Il m'a traité d'égoïste parce que je voulais récupérer ma propre maison, parce que je voulais vivre sans que chacun de mes mouvements, de mes respirations soit contrôlé. J'ai senti quelque chose se briser complètement en moi, cette chose qui m'avait permis de tenir bon, cet espoir que Robert finirait par se réveiller et voir ce qu'il faisait à sa mère. Tu as raison, ai-je dit en me levant de table. C'est aussi ta maison. Un jour, elle sera entièrement à toi. J'espère que cela en vaudra la peine. J'ai laissé mon assiette inachevée et je suis allé dans ma chambre. J'ai entendu Victoria dire à Robert, « Ta mère est tellement dramatique, toujours à faire des scènes. » Et Robert a ri. Mon fils a ri de ma douleur. J'ai commencé à les éviter. Je ne sortais de ma chambre que lorsque c'était absolument nécessaire. Je mangeais le moins possible pour ne pas avoir à utiliser la cuisine pendant leurs heures. Je suis devenu un fantôme dans ma propre maison, invisible, silencieuse, inexistante. Et même ainsi, Victoria trouvait des moyens de me rappeler que j'étais le problème. Lorraine, ta présence rend Robert tendu, m'a-t-elle dit un jour. Pourrais-tu essayer d'être moins visible? Quand tu es dans les espaces communs, essaie de ne pas attirer l'attention. Moins visible. Il voulait que je disparaisse complètement, que je cesse d'exister pour leur confort. Un après-midi, alors que je nettoyais la salle de bain pendant mon créneau horaire assigné, j'ai trouvé des papiers cachés derrière le miroir, des documents juridiques portant les noms de Robert et Victoria. Je les ai lus, les mains tremblantes, et j'ai confirmé mes pires soupçons. Victoria avait fait signer à Robert une procuration générale, des documents qui lui donnaient le contrôle sur les décisions médicales, financières et même immobilières s'il m'arrivait quelque chose.
Il y avait aussi un document qui se présentait comme un accord de soins dans lequel j'acceptais prétendument de les laisser rester dans la maison en échange de leurs soins pour mes vieux jours. Ce document portait ma signature, mais je ne l'avais jamais signé. C'était une contrefaçon grossière, mais probablement suffisante pour créer des problèmes juridiques si quelqu'un la contestait. La tête me tournait. Victoria ne se contentait pas de me prendre ma maison et mon fils. Elle préparait le terrain juridique pour tout garder. C'était une escroc calculatrice, et Robert était son complice involontaire, ou peut-être pas si involontaire. Je ne savais plus quoi penser de mon propre fils. J'ai remis les documents exactement là où je les avais trouvés. Je ne pouvais pas encore les affronter parce que je ne savais pas quoi faire. Je n'avais pas d'argent pour un avocat. Je n'avais personne vers qui me tourner. Ma famille était décédée ou vivait loin. Mes amis s'étaient éloignés durant ces mois parce que Victoria trouvait toujours des excuses pour que je ne sorte pas. J'étais complètement seul et piégé. Ce soir-là, allongé dans mon lit à fixer le plafond, j'ai pensé à Walter. J'ai pensé à la façon dont il aurait géré cette situation. Walter était un homme d'action, pas de mots. Il n'aurait jamais permis à quiconque de nous humilier de la sorte. Et à ce moment-là, allongé dans l'obscurité de ma prison, quelque chose a changé en moi. Une étincelle de colère, de dignité, de force que je croyais perdue à jamais. Je ne savais pas encore comment, mais j'allais récupérer ma vie. J'allais récupérer ma maison. Et si cela signifiait perdre Robert dans le processus, alors peut-être l'avais-je déjà perdu depuis bien longtemps. Peut-être que le fils que je connaissais était mort le jour où il avait choisi une femme cruelle plutôt que sa propre mère. La nuit de l'incident du réfrigérateur a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce fut une journée particulièrement difficile. Victoria m'avait fait nettoyer toute la maison parce qu'elle attendait de la visite le lendemain. Ses amis venaient pour un thé, comme si mon salon était leur salon de réception. J'ai passé des heures à frotter les sols, épousseter les meubles, ranger chaque recoin jusqu'à ce que mes genoux et mon dos me fassent souffrir. Quand j'ai fini, il était presque 23 heures. Victoria a inspecté mon travail d'un œil critique, passant son doigt sur les cadres de fenêtres à la recherche de poussière, comme si elle était une inspectrice impitoyable. Je suppose que c'est acceptable, a-t-elle finalement dit sans même me regarder. Tu peux aller dormir. Comme si elle me donnait la permission de me reposer dans ma propre maison après avoir nettoyé pour ses invités. Je suis allé dans ma chambre épuisé, mais je n'arrivais pas à dormir. Mon estomac criait famine. Je n'avais presque rien mangé de la journée parce que Victoria avait occupé la cuisine tout le temps à préparer des collations élégantes pour sa réunion du lendemain. Mes horaires assignés avaient été complètement ignorés, mais je n'avais rien dit car j'avais appris que protester ne faisait qu'empirer les choses. Vers 2 heures du matin, la faim était insupportable. J'ai pensé qu'à cette heure-là tout le monde dormirait, et que je pourrais descendre tranquillement pour trouver quelque chose à manger. Juste un morceau de pain, un peu de fromage, n'importe quoi pour calmer le vide de mon estomac. Je me suis levé prudemment, j'ai mis mes pantoufles et j'ai quitté ma chambre, marchant sur la pointe des pieds comme une voleuse dans ma propre maison. La cuisine était sombre et silencieuse. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant avoir réussi à descendre sans réveiller personne. Je me suis approché du réfrigérateur et j'ai posé la main sur la poignée. C'est à ce moment-là, alors que je commençais à l'ouvrir, que j'ai senti le coup. Une tape forte et sèche sur ma main qui m'a fait lâcher prise immédiatement sous le coup de la douleur et de la surprise. Où crois-tu aller sans permission ? La voix de Victoria a jailli de l'obscurité comme le sifflement d'un serpent. Elle a allumé la lumière de la cuisine, et elle était là, dans son peignoir en soie rose, le visage déformé par la fureur. Ma main me brûlait là où elle m'avait frappé, mais la douleur physique n'était rien comparée à l'humiliation que je ressentais. J'ai faim, ai-je dit d'une voix à peine audible. Je voulais juste manger quelque chose. Je me détestais de paraître si faible, si suppliante. Victoria a croisé les bras et a bloqué le réfrigérateur de son corps, comme s'il s'agissait d'un trésor qu'elle devait protéger d'une voleuse. À 2 heures du matin, sans me demander la permission ? Je t'ai déjà dit que la nourriture dans cette maison est gérée, Lorraine. Tu ne peux pas venir te servir quand bon te semble. C'est mon réfrigérateur, ai-je chuchoté, sentant les larmes monter à mes yeux. Ma nourriture, ma maison. Mais même en disant ces mots, je savais qu'ils sonnaient creux, sans force. Victoria a ri, un rire cruel qui a résonné dans la cuisine silencieuse. Ta maison ? On verra bien.
J'ai senti des bruits de pas dans l'escalier, et Robert est apparu, ébouriffé et les yeux ensommeillés. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous? J'ai regardé mon fils avec espoir, pensant que cette fois, juste cette fois, il me défendrait, qu'il verrait l'absurdité de la situation. Une mère âgée frappée pour avoir essayé de manger dans sa propre maison. Ta mère essayait de voler de la nourriture dans le réfrigérateur sans permission, a dit Victoria avant que je ne puisse parler. J'ai expliqué les règles 1000 fois, mais elle n'écoute pas, voler. Elle m'avait traité de voleuse dans ma propre cuisine. J'ai regardé Robert d'un air suppliant, espérant qu'il dise quelque chose. N'importe quoi. Maman, a dit Robert avec un soupir fatigué. Est-il nécessaire de faire ça au milieu de la nuit? Tu connais les règles. Si tu avais faim, tu aurais pu attendre le matin. Mes jambes ont commencé à trembler. Mon propre fils me reprochait d'avoir faim, de vouloir manger dans ma propre maison, d'exister. Robert, s'il te plaît, ma voix s'est brisée. C'est ridicule. Elle m'a frappé parce que j'essayais d'ouvrir le réfrigérateur. Ne vois-tu pas à quel point c'est malade? J'ai tendu la main, lui montrant la marque rouge qui commençait à se former. Regarde-moi, mon fils. Regarde-moi et dis-moi que c'est correct. Mais Robert n'a pas regardé ma main. Au lieu de cela, il a regardé Victoria, qui lui a rendu un regard significatif que je n'ai pas pu déchiffrer. Et puis mon fils a dit les mots qui allaient briser le moindre espoir qu'il me restait, ma femme est la propriétaire de la maison maintenant. Tu as besoin de lui demander sa permission même pour respirer. Le monde s'est arrêté. Même pour respirer. Les mots flottaient dans l'air comme des couteaux aiguisés s'enfonçant dans mon cœur encore et encore. Mon fils venait de me dire que je n'avais même pas le droit à l'air que je respirais sans la permission de sa femme. Dans ma propre maison. La maison que j'avais construite avec son père, la maison où il était né, où il avait fait ses premiers pas, où j'avais grandi en tant que mère. Victoria a souri triomphalement. Elle avait complètement gagné. Elle avait pris mon fils et en avait fait son arme contre moi. Tu vois, Lorraine, même Robert comprend comment les choses fonctionnent maintenant. Plus tôt tu l'accepteras, mieux ce sera pour tout le monde. Elle s'est approchée du réfrigérateur, l'a ouvert calmement et a pris une bouteille d'eau. Elle l'a bu devant moi lentement, savourant non seulement l'eau, mais sa victoire. Maintenant, va dans ta chambre, a-t-elle ordonné en refermant le réfrigérateur. Et la prochaine fois que tu auras faim en dehors des heures autorisées, contiens-toi ou demande la permission convenablement. Robert a hoché la tête, la soutenant, maman, va dormir. Nous parlerons demain. Mais je savais que demain nous ne parlerions de rien. Demain serait identique à aujourd'hui, et le jour d'après aussi. J'ai monté les escaliers en sentant que chaque pas me coûtait un morceau de mon âme. Je suis entré dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je me suis assise sur le bord de mon lit. Et c'est là, dans l'obscurité de ma prison, que tout a finalement changé. Quelque chose en moi s'est brisé, mais pas de la manière qu'ils espéraient. Je ne me suis pas brisé dans la défaite. Je me suis éveillé à la clarté. J'ai vu ma vie avec une clarté brutale. J'ai vu que j'avais mendié de l'amour, mendié du respect, mendié une place dans mon propre foyer. J'avais permis qu'ils me réduisent à néant, qu'ils me transforment en une ombre suppliante. Et tout cela à cause de la peur. La peur de perdre Robert, la peur d'être seul, la peur d'admettre que mon fils n'était plus le garçon que je connaissais. Mais cette nuit-là, la main encore brûlante de la gifle, le ventre vide et le cœur brisé, j'ai pris une décision. Une décision froide, claire, définitive. Je n'allais plus mendier. Je n'allais plus supplier. Je n'allais plus les laisser me traiter comme un déchet dans ma propre maison. Je me suis levé et j'ai allumé la lumière. J'ai cherché sous mon lit la boîte où je gardais mes objets les plus précieux. À l'intérieur se trouvait un peu d'argent que j'avais secrètement mis de côté. Des billets de 20 et 50 $ que je cachais chaque fois que je le pouvais. Ce n'était pas grand-chose, peut-être 300 $ au total, mais c'était un début. J'ai aussi sorti un vieux carnet et j'ai commencé à écrire. J'ai consigné tout ce qui s'était passé durant ces mois. Chaque humiliation, chaque abus, chaque moment où Robert avait choisi Victoria plutôt que moi. Je ne savais pas à quoi servirait ce registre, mais quelque chose me disait que je devais tout documenter. Pendant que j'écrivais, des larmes tombaient sur le papier, tachant certains mots. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main me fasse mal,
jusqu'à ce que j'ai vidé tout le poison accumulé dans ma poitrine. Et quand j'ai eu fini, quand il n'y a plus eu de mots à écrire, j'ai su exactement ce que je devais faire. Je n'allais pas les affronter. Je n'allais pas me battre. Je n'allais pas leur donner le spectacle de me voir brisée et suppliante une fois de plus. J'allais faire quelque chose qu'ils n'attendraient jamais de moi, quelque chose qui leur ferait bien plus de mal que n'importe quel cri ou plainte. J'allais partir. J'allais disparaître de leur vie et leur laisser exactement ce qu'ils voulaient, la maison, sans moi. Je n'ai pas dormi du reste de la nuit. Je suis resté assise sur mon lit, regardant par la fenêtre le ciel sombre se transformer lentement en une aube grise. À chaque minute qui passait, ma décision devenait plus solide, plus claire. Il n'y avait plus de doute. Il n'y avait plus de peur. Il n'y avait qu'une certitude froide et définitive. Je devais sortir de là avant qu'ils ne me détruisent complètement. À 6 heures du matin, quand j'ai entendu Robert et Victoria se lever, je suis passé à l'action. J'ai attendu qu'ils aillent dans la salle de bain et j'ai verrouillé ma porte. J'ai pris une vieille valise dans le placard, celle que Walter et moi avions utilisée lors de notre dernier voyage à la plage ensemble. J'ai passé mes doigts sur la surface usée, me rappelant des jours meilleurs, des jours où l'amour et le respect n'étaient pas un luxe, mais quelque chose de naturel. J'ai empaqueté l'essentiel, des vêtements pour une semaine, mes documents personnels, les photographies que je gardais dans la boîte à chaussures, les lettres de Walter. Tout ce qui comptait vraiment tenait dans une petite valise. 40 ans de vie réduits à quelques objets que je pouvais porter seul. Je me suis rendu compte que tout le reste, les meubles, les appareils électroménagers, les choses matérielles, ne signifiaient rien sans la dignité. J'ai mis l'argent que j'avais économisé dans mon sac à main avec mes médicaments et les clés de la maison. J'ai regardé autour de ma chambre une dernière fois. Ces murs avaient été témoins de tant de moments importants. Des nuits blanches à soigner Robert bébé, des conversations tardives avec Walter pour planifier notre avenir, des larmes versées après sa mort. Maintenant, ce n'était plus que des murs qui contenaient ma souffrance. J'ai entendu Robert et Victoria descendre pour le petit déjeuner. Parfait. Je les ai entendus se disputer sur ce qu'ils allaient manger. J'ai entendu Victoria donner des ordres et Robert obéir, ce rituel matinal qui m'avait complètement exclu. J'ai attendu encore quelques minutes jusqu'à être sûr qu'ils soient occupés dans la cuisine. J'ai pris ma valise et mon sac à main. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment. J'ai ouvert ma porte lentement, reconnaissante que les charnières ne fassent aucun bruit. J'ai marché dans le couloir vers les escaliers, le cœur battant si fort que je pensais qu'ils l'entendraient. Mais ils étaient trop absorbés par leur monde, dans leur bulle où je n'existais pas. J'ai descendu les escaliers marche après marche, retenant mon souffle. La porte d'entrée n'était plus qu'à quelques pas. Encore quelques enjambées et je serais libre. Mais juste avant de partir, je me suis arrêté. Je ne pouvais pas simplement partir sans rien dire. Ils devaient savoir que cette fois-ci était différente. Que ce n'était ni un caprice ni un drame. C'était une décision finale. J'ai posé ma valise près de la porte et je suis allé vers la console de l'entrée où nous laissions toujours le courrier. J'ai pris une feuille de papier et un stylo dans mon sac à main. Ma main tremblait légèrement, mais mon esprit était totalement lucide. J'ai commencé à écrire d'une écriture ferme et calme, Robert et Victoria, je pars. N'essayez pas de me retrouver. La maison est entièrement à vous maintenant, comme vous le vouliez. Profitez bien de tout ce que vous vouliez tant me prendre. Mais rappelez-vous qu'une maison sans amour n'est qu'un bâtiment vide. Nous verrons combien de temps il faudra pour que cette vérité vous rattrape. Les taxes foncières sont à payer le mois prochain. Elles s'élèvent à 1200 $. L'eau et l'électricité se paient à la banque le 15. La chaudière a besoin d'un entretien avant l'hiver. Cela coûte environ 300 $. J'espère que le travail à temps partiel de Robert sera suffisant pour tout couvrir. Lorraine. J'ai relu la lettre. Elle était parfaite. Courte, froide, informative. Pas de larmes, pas de supplications, pas de drame, juste des faits. Je l'ai laissée au centre de la table pour qu'il ne puisse pas la rater. Puis j'ai pris ma valise et j'ai ouvert la porte d'entrée. L'air frais du matin m'a frappé le visage comme une gifle de réalité. Je n'ai pas regardé en arrière. Si je le faisais, si je voyais ma maison une fois de plus, je risquais de faiblir. J'ai fermé la porte derrière moi avec un léger clic et j'ai descendu l'allée vers la rue. Chaque pas me semblait plus léger,
comme si je laissais derrière moi non seulement une maison, mais des chaînes invisibles qui m'étouffaient. Je n'avais pas de plan précis, mais j'avais un endroit où aller. Béatrice, mon amie d'enfance, vivait à l'autre bout de la ville. Nous nous étions éloignés au cours des derniers mois parce que Victoria trouvait toujours des prétextes lorsque je voulais lui rendre visite, que Robert avait besoin de moi, qu'il y avait des choses à faire dans la maison, qu'il était dangereux pour moi de sortir seul. Maintenant, je comprenais que ce n'était qu'un moyen de plus de m'isoler, de me couper de tout soutien extérieur. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'arrêt de bus. Le soleil se levait complètement, peignant le ciel de teintes orange et roses. C'était magnifique, et je me suis rendu compte que cela faisait des mois que je ne m'étais pas arrêté pour regarder un lever de soleil. J'avais été tellement consumé par ma survie dans cette maison que j'avais oublié qu'un monde existait à l'extérieur. Le bus est arrivé, et je suis monté. Le chauffeur m'a regardé avec curiosité en voyant ma valise, mais n'a rien dit. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai regardé les rues de mon quartier défiler. Je connaissais chaque coin, chaque magasin, chaque arbre. Je laissais derrière moi non seulement une maison, mais toute une vie. Mais curieusement, je ne ressentais pas de tristesse. Je ressentais quelque chose qui s'apparentait à de la paix. Comme lorsqu'on retire une chaussure qui vous a fait mal toute la journée et que vos pieds peuvent enfin respirer. L'oppression constante, la peur perpétuelle, l'humiliation quotidienne, tout cela s'éloignait à chaque kilomètre parcouru par le bus. Je suis arrivé chez Béatrice après 40 minutes. C'était une maison modeste mais chaleureuse, avec des fleurs dans le jardin et un rocking chair sur le porche. Béatrice avait toujours eu le don de rendre chaleureux n'importe quel espace. J'ai sonné à la porte, me sentant nerveuse pour la première fois depuis mon départ. Et si elle ne voulait pas m'accueillir? Et si elle pensait que j'étais folle? La porte s'est ouverte et Béatrice est apparue, ses cheveux argentés relevés en chignon et ses yeux doux derrière ses lunettes. Quand elle m'a vu debout là avec ma valise, son expression est passée de la surprise à l'inquiétude. « Lorraine, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle n'a rien dit d'autre. Elle a simplement ouvert les bras et je m'y suis effondré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis des mois. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais perdu, pour mon fils que je ne reconnaissais plus, pour la maison que j'avais laissée derrière moi, pour la femme que j'étais et que j'avais failli oublier. Béatrice m'a tenu sans poser de questions, me laissant vider toute la douleur accumulée. Quand j'ai enfin pu parler, je lui ai tout raconté, chaque détail, chaque humiliation, chaque moment de désespoir. Béatrice a écouté en silence, son visage montrant une indignation croissante. Je me suis installé dans la chambre d'amis de Béatrice. Elle était petite mais douillette, avec des rideaux vert clair et un lit doté d'une couette moelleuse. Cette nuit-là, j'ai dormi plus profondément que je ne l'avais fait depuis des mois. Il n'y avait pas de cauchemar, pas de sursaut à chaque fois que j'entendais un bruit, juste un sommeil paisible et réparateur. Pendant ce temps, dans mon ancienne maison, Robert et Victoria se réveillaient face à une nouvelle réalité. J'imaginais la scène. Victoria criant mon nom, s'attendant au petit déjeuner qui ne venait pas. Robert montant dans ma chambre pour me chercher et la trouvant vide. La panique initiale, la confusion, et enfin la découverte de la lettre. Je les imaginais la lire, peut-être même en rire au début, pensant qu'il s'agissait d'un coup de tête et que je reviendrais bientôt. Mais quelque chose leur dirait que cette fois-ci était différente, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, qu'ils étaient enfin allés trop loin, et que la mère soumise, la belle-mère pratique, avait disparu à jamais. Et surtout, ils allaient devoir faire face à la réalité que j'avais soutenue seul tout ce temps, les dépenses, les responsabilités, les factures qui arrivaient chaque mois, tout ce qu'ils considéraient comme acquis tout en me traitant comme un déchet. C'était désormais leur problème. La première semaine chez Béatrice a été comme le réveil d'un long et épuisant cauchemar. Chaque matin, j'ouvrais les yeux en m'attendant à entendre la voix de Victoria m'ordonner de faire quelque chose. Mais il n'y avait qu'un silence paisible et le chant des oiseaux à l'extérieur. Béatrice me traitait avec une gentillesse que j'avais oubliée, préparant le café le matin et me demandant comment j'avais dormi sans rien attendre en retour. « Tu n'as rien à faire », m'a-t-elle dit le 3e jour en me trouvant en train de faire la vaisselle du petit déjeuner. « Repose-toi, Lorraine. Récupère. » Mais j'avais besoin de me sentir utile. J'avais besoin de me prouver que j'avais encore de la valeur au-delà d'être le punching ball de quelqu'un. J'ai donc insisté pour l'aider dans les tâches ménagères, mais cette fois c'était différent. Je le faisais parce que je le voulais, pas parce que j'y étais obligé.
Mon téléphone a commencé à sonner le deuxième jour. C'était Robert. Je l'ai laissé sonner jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis sont venus les messages. Au début, ils étaient confus. « Maman, où es-tu ? Nous sommes inquiets. » Puis, ils sont devenus plus urgents. « Nous devons parler. S'il te plaît, réponds. » Et enfin, ils ont montré leur vraie nature. « Les factures arrivent. Nous ne savons pas quoi faire. Tu dois revenir. » Je n'ai répondu à aucun d'eux. Chaque message qui arrivait était une confirmation que j'avais pris la bonne décision. Ils ne demandaient pas comment j'allais, si j'étais bien, si j'avais un endroit où dormir ou de quoi manger. Ils ne se souciaient que des factures, des responsabilités, de tout ce que j'avais géré seul alors qu'ils profitaient de ma maison comme des parasites ingrats. Béatrice m'a dit que Robert était venu me chercher chez elle le 4e jour. Il a sonné à la porte comme un fou, m'a-t-elle dit alors que nous buvions du thé dans son salon. Je lui ai dit que je ne savais pas où tu étais, et que même si je le savais, je ne lui dirais pas. Il avait l'air désespéré, Lorraine. Mais ce n'était pas le désespoir d'un fils inquiet pour sa mère. C'était le désespoir de quelqu'un qui venait de réaliser qu'il avait perdu son filet de sécurité. Elle avait raison. Les messages de Robert le confirmaient. Au début, il pensait pouvoir gérer les choses seul. Le travail à temps partiel de Robert rapportait $800 par mois. Les taxes foncières s'élevaient à $1200. Déjà, les calculs ne fonctionnaient pas. Et cela ne comprenait même pas l'électricité, l'eau, le gaz, la nourriture, l'essence pour la voiture et toutes les dépenses que Victoria générait au gré de ses caprices constants. Victoria a essayé de m'appeler une fois. Une seule fois. Sa voix sur le messager était glaciale. « Lorraine, je sais que tu fais du cinéma et que tu cherches de l'attention. Quand tu auras fini ton caprice, rentre à la maison. Mais ne t'imagine pas que cela changera les règles. Les choses se feront toujours à ma manière. » J'ai supprimé le message, ressentant un mélange d'indignation et de satisfaction. Elle ne comprenait toujours rien. Elle pensait toujours avoir le contrôle. La deuxième semaine, Béatrice m'a convaincu de bloquer leur numéro. « Tu n'as pas besoin de lire ça, Lorraine. Ça ne fait que te blesser, et il ne mérite plus une seule seconde de ton temps. » J'ai donc bloqué Robert. J'ai bloqué Victoria. Et ce fut comme fermer définitivement une porte restée ouverte qui laissait entrer des courants d'air froid depuis des mois. J'ai commencé à récupérer lentement. Béatrice m'emmenait faire des promenades dans le parc chaque après-midi. Au début, je me fatiguais rapidement. Des mois de stress constant avaient affaibli mon corps plus que je ne le pensais. Mais peu à peu, mes forces sont revenues. Quelque chose d'autre est revenu aussi, mon sourire. Un jour, Béatrice m'a prise en photo alors que nous nourrissions les canards au bord du lac. Et quand je l'ai vue, j'ai été surprise. Cette femme souriante sur la photo, c'était moi. Mais cela faisait si longtemps que je ne m'étais pas vu ainsi que j'avais du mal à me reconnaître. « Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins », a commenté Béatrice. C'est incroyable ce que fait la paix de l'esprit. Elle avait raison. Les rides autour de mes yeux semblaient moins profondes. Ma posture était plus droite. Même ma voix semblait différente, plus forte et plus assurée. Je me retrouvais enfin après des mois d'égarement. Pendant ce temps, comme je l'ai appris plus tard par une voisine que Béatrice avait croisée au supermarché, les choses dans mon ancienne maison s'effondraient rapidement. La première facture qu'ils n'ont pas pu payer a été celle des taxes foncières. L'avis est arrivé de la mairie avec une menace de saisie sous 30 jours. Robert a essayé d'obtenir un prêt, mais avec son emploi précaire et aucun historique de crédit solide, aucune banque n'a voulu lui prêter d'argent. Victoria a commencé à faire pression sur Robert pour qu'il trouve plus de travail. « Comment est-il possible que tu ne puisses même pas entretenir une maison ?» lui criait-elle, selon la voisine qui les entendait se disputer par les fenêtres ouvertes. « Tu es un bon à rien, tout comme ta mère. » L'ironie était délicieuse. Maintenant, Robert subissait le même traitement que j'avais enduré, et Victoria montrait sa vraie nature sans le filtre qu'elle utilisait en ma présence. L'eau a suivi. Après 2 mois consécutifs sans paiement, ils l'ont coupé. Soudain, la maison que Victoria avait redécorée avec tant de soin n'avait plus d'eau pour se baigner, pour cuisiner, pour laver ses vêtements coûteux. Ils ont dû transporter des seaux depuis chez un voisin, qui a eu pitié d'eux temporairement. La princesse, qui se moquait de mes vieux machins, transportait maintenant de l'eau comme si elle vivait dans un village reculé.
La nourriture est devenue un problème. Victoria avait l'habitude d'acheter des produits biologiques chers, des coupes de viande de qualité, des fromages importés. Avec $800 par mois et les factures qui s'accumulaient, ces luxes ont disparu. Ils ont commencé à manger des nouilles bon marché et du riz tous les jours. La même Victoria qui contrôlait chacune de mes bouchées avait maintenant faim à cause de sa propre stupidité. Robert a essayé d'obtenir un second emploi, mais personne ne voulait l'embaucher. Il était désespéré, stressé, ne dormait probablement pas bien. Et Victoria, au lieu de le soutenir, lui rejetait la faute de tout sur le dos. « C'est ta faute », lui disait-elle. « Si tu avais été plus un homme, si tu avais été capable de subvenir à mes besoins, nous n'en serions pas là. Ta mère nous a ruinés en partant. » La voisine m'a raconté cette partie avec indignation. J'ai rappelé à ton fils que c'était de leur faute, Lorraine. Je lui ai dit qu'ils avaient traité leur mère comme un déchet et qu'ils récoltaient maintenant ce qu'ils avaient semé. Tu aurais d'en voir sa tête. J'ai imaginé la scène et j'ai ressenti une petite satisfaction. Ce n'était pas de la vengeance que je cherchais, c'était de la justice, et la justice finissait par les rattraper. La 3e semaine, j'ai reçu une lettre recommandée. Elle venait d'un avocat représentant Robert. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante, redoutant le pire. La lettre était une mise en demeure formelle me demandant de revenir et de remplir mes obligations familiales, accompagnée d'une menace voilée stipulant que si je ne le faisais pas, ils engageraient des poursuites judiciaires pour protéger le patrimoine familial. J'ai montré la lettre à Béatrice. Elle a immédiatement appelé son neveu, qui était avocat. Il l'a lu et a ri, cela n'a aucune valeur juridique. Ils ne peuvent pas la forcer à vivre dans sa propre maison ou à payer les factures si elle ne le souhaite pas. En fait, ce sont eux les intrus depuis le moment où elle est partie. Elle a tout à fait le droit de les expulser si elle le souhaite. Je n'y avais pas pensé. La maison était toujours à moi. Elle était à mon nom. J'étais parti, mais il n'avait aucun droit légal d'y rester sans mon autorisation. Le neveu de Béatrice m'a expliqué que je pouvais lancer une procédure d'expulsion immédiatement. Cela prendrait environ 2 mois, mais la maison serait à nouveau entièrement mienne. J'y ai pensé toute la nuit. Est-ce que je voulais récupérer la maison? Est-ce que je voulais retourner dans cet endroit plein de souvenirs récents si amers? Cette maison où mon fils m'avait trahi, où j'avais été frappé pour avoir essayé de manger? Où j'avais perdu ma dignité petit à petit? D'un autre côté, c'était ma maison. La maison que j'avais construite avec Walter, où nous avions vécu nos meilleures années. J'ai décidé d'attendre. Non par faiblesse, mais par stratégie. Je voulais que Robert et Victoria ressentent pleinement le poids de leurs actes. Je voulais qu'ils touchent le fond, qu'ils comprennent que la vie que je gérais pour eux n'était ni facile ni gratuite. Et surtout, je voulais que Robert se réveille de la manipulation de Victoria et voie ce qu'il avait réellement perdu. À la fin du mois, l'avis de coupure d'électricité est arrivé. La maison était plongée dans l'obscurité totale, sans eau, sans électricité, avec des dettes accumulées et pas d'argent pour payer quoi que ce soit. Le fantasme que Victoria avait construit s'effondrait brique par brique, et Robert commençait enfin à voir la vérité qu'il avait évitée pendant des mois. C'est au cours de la 4e semaine que tout a définitivement explosé. Béatrice est arrivée un après-midi avec des nouvelles fraîches de son réseau de voisines bavardes. « Lorraine, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé », a-t-elle dit, les yeux brillants d'excitation. Victoria a quitté Robert. Elle est partie de la maison avec ses valises et lui a dit qu'il était un raté incapable de leur garder un toit sur la tête. Je savais que Robert avait besoin d'un électrochoc, mais je suis resté paralysé, assimilant l'information. Victoria avait abandonné Robert. La femme qui avait juré de l'aimer pour le meilleur et pour le pire, qui l'avait manipulé pour qu'il trahisse sa propre mère, qui l'avait transformé en sa marionnette obéissante, l'avait quitté dès qu'il avait cessé de lui être utile. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque douloureuse. Et Robert? Ai-je demandé, incapable de m'en empêcher. Malgré tout ce qu'il m'avait fait, il est resté mon fils, et une partie de moi s'inquiétait encore pour lui. Il est dévasté, a répondu Béatrice. La voisine dit qu'il pleure toute la journée. La maison est un désordre sans nom. Pas d'électricité ni d'eau. Il est toujours là-bas comme un fantôme, sans savoir quoi faire. Ce soir-là, je n'ai pas pu dormir. J'imaginais Robert seul dans cette maison sombre, ayant probablement faim, sans un sou, abandonné par la femme pour qui il avait sacrifié sa mère.
Une partie de moi voulait courir l'aider, le serrer dans mes bras comme lorsqu'il était enfant et faisait des cauchemars. Mais une autre partie, celle qui s'était renforcée pendant ces semaines, savait que si je le faisais, je validerais tout ce qu'il m'avait fait. J'aurais l'air de lui dire qu'il pouvait me traiter comme un déchet et que je serais toujours là pour ramasser les morceaux. Le 5e jour après le départ de Victoria, Robert s'est présenté chez Béatrice. Il est arrivé à la nuit tombante, décharné et sale, avec de profondes cernes sous les yeux et des vêtements froissés. Béatrice l'a annoncé par l'interphone, il est là. Veux-tu le voir? Mon cœur battait la chamade. C'était le moment que j'avais à la fois évité et anticipé. Dis-lui d'entrer, ai-je répondu d'une voix tremblante. Je me suis assise dans le salon à l'attendre, essayant de me préparer à ce qui allait arriver. Quand il est entré, je l'ai à peine reconnu. Mon fils, qui avait toujours été méticuleux sur son apparence, ressemblait à un vagabond. Il avait une barbe de plusieurs jours, des cheveux gras et ébouriffés, une chemise tachée. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce sont ses yeux. Ils étaient rouges et gonflés, pleins d'une douleur que je ne connaissais que trop bien. « Maman » a-t-il dit d'une voix brisée. Ce mot, que je n'avais pas entendu de sa bouche depuis des mois, sonnait étrange et familier en même temps. Il est resté à l'entrée du salon comme s'il ne savait pas s'il avait la permission de s'approcher. Je n'ai rien dit. Je me suis contenté de le regarder, attendant, ayant besoin qu'il fasse le premier pas pour dire ce qu'il avait à dire. « Je suis désolé » a-t-il finalement chuchoté. « Je suis tellement désolé, maman. Tu avais raison sur tout. Sur Victoria, sur ce qu'elle me faisait. Sur ce que nous t'avons fait. » Des larmes ont commencé à couler sur ses joues, laissant des traces propres sur son visage sale. J'ai été un idiot. J'ai été le pire fils du monde. Je t'ai traité comme un déchet alors que tu ne m'as donné que de l'amour toute ma vie. Je voulais courir vers lui, le serrer dans mes bras, lui dire que tout était pardonné, mais je suis restée assise, ferme. Et qu'est-ce qui a changé, Robert? Ai-je demandé d'une voix calme mais froide. Est-ce que tu t'excuses parce que tu as vraiment compris ce que tu as fait, ou parce que Victoria t'a quitté et que tu te retrouves seule? La question est restée suspendue dans l'air comme une lame tranchante. Robert s'est effondré. Il est littéralement tombé à genoux sur le sol du salon, sanglotant comme un enfant. J'ai tout compris quand elle est partie. Elle m'a dit que j'étais un bon à rien, que je n'avais jamais rien valu, qu'elle ne m'avait toléré que parce qu'elle pensait que tu avais plus d'argent. Elle a dit qu'elle avait perdu son temps avec moi. Ces mots sortaient entrecoupés de sanglots. And while she was telling me all that, I could think about was how I told you the exact same things. Que je t'avais traité plus mal qu'une étrangère. Elle m'a frappé la main parce que j'essayais de manger dans ma propre maison, ai-je dit sans aucune émotion dans la voix. Et tu lui as dit qu'elle était la propriétaire de la maison, que j'avais besoin de sa permission même pour respirer. Tu t'en souviens, Robert? Il a hoché la tête, incapable de me regarder, la honte peinte sur chaque ligne de son visage. J'y pense tous les jours, a-t-il dit à travers ses larmes. Chaque jour, je me déteste d'avoir prononcé ces mots. Papa doit se retourner dans sa tombe en voyant ce que je suis devenu. J'ai trahi tout ce que vous m'avez appris tous les deux. J'ai trahi la seule personne qui a toujours été là pour moi. Sa douleur était réelle. Je pouvais la voir. Mais la douleur n'effaçait pas des mois d'abus et d'humiliation. Sais-tu ce que j'ai ressenti cette nuit-là? Lui ai-je demandé. Et pour la première fois, ma voix a tremblé. J'ai eu l'impression que mon fils était mort, que le garçon que j'avais élevé, que j'avais soigné, que j'avais aimé de tout mon cœur, avait disparu. Et qu'à sa place se trouvait un étranger cruel. Je suis morte 1000 fois durant ces mois, Robert. 1000 fois j'ai souhaité ne pas me réveiller le matin parce que la douleur de vivre dans ma propre maison en étant traité de la sorte était insupportable. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. Béatrice s'était discrètement éclipsée, nous laissant seuls. J'ai regardé mon fils agenouillé sur le sol, brisé et repentant, et j'ai ressenti un mélange d'émotions si complexes que je ne pouvais pas les démêler. De l'amour, de la douleur, de la colère, de la compassion, le tout mêlé en un nœud impossible dans ma poitrine. Les excuses ne suffisent pas, ai-je finalement dit. Tu ne peux pas détruire une personne pendant des mois et t'attendre à ce que quelques larmes réparent tout. Robert a hoché la tête, je sais. Je ne te demande pas de revenir ou de me pardonner maintenant. J'avais juste besoin de te dire que je suis désolé et que tu as tout à fait le droit de me détester.
Je ne te déteste pas, Robert, ai-je admis, sentant mes propres larmes commencer à monter. C'est le pire dans tout cela. Après tout ce que tu m'as fait, je t'aime encore parce que tu es mon fils. Mais je n'ai plus confiance en toi. Je ne sais pas si je le pourrai à nouveau un jour. Ces mots nous ont brisés tous les deux, car c'était la vérité la plus douloureuse qui existait entre nous. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Lui ai-je demandé après un moment. Robert a haussé les épaules, vaincu. Je ne sais pas. La maison n'a plus d'électricité ni d'eau. Je dois 3 mois de taxes et 2 mois de factures. Mon travail paie à peine la nourriture. Je vais probablement finir par perdre la maison de toute façon. Il y avait de la résignation dans sa voix, comme s'il savait qu'il méritait de tout perdre. C'est ma maison, Robert, lui ai-je rappelé doucement. Elle est à mon nom. Tu ne vais pas la perdre parce que techniquement, elle n'a jamais été à toi. Je l'ai vu assimiler cette information, réalisant une autre facette de sa folie. Il s'était battu pour une maison qui ne lui appartenait même pas légalement. Il avait trahi sa mère pour quelque chose qu'il n'avait jamais possédé. Je peux lancer la procédure d'expulsion si je le veux, ai-je continué. Mon avocat dit que dans 2 mois, tu seras dehors et la maison sera entièrement mienne à nouveau. J'ai vu la peur passer dans son regard. Tu vas le faire? Sa voix était à peine un chuchotement. Je ne sais pas encore, ai-je répondu honnêtement. Une partie de moi veut récupérer ma maison. Une autre partie ne veut plus jamais retourner dans cet endroit plein de souvenirs douloureux. Robert est resté silencieux, n'osant rien demander, n'attendant rien. Cette humilité, cette acceptation des conséquences de ses actes était nouvelle. Peut-être que pour la première fois de sa vie, il faisait face à la réalité sans que personne ne le protège. Béatrice a préparé quelque chose à manger pour toi, lui ai-je dit en désignant la cuisine. Va manger quelque chose. Tu as une mine affreuse. Je ne mérite pas ta gentillesse, a-t-il dit sans bouger. C'est probablement vrai, ai-je convenu. Mais je ne suis pas gentil pour toi. Je le fais parce que je ne suis pas comme Victoria. Je n'abandonne pas les gens quand ils sont au plus bas, même quand ils m'ont fait du mal. C'était une leçon silencieuse, une démonstration de la différence entre le véritable amour et la manipulation qu'il avait confondu avec lui pendant si longtemps. Robert a mangé en silence dans la cuisine pendant que je restais dans le salon à digérer tout cela. Quand il a eu fini, il s'est tenu à la porte, prêt à partir. Merci de m'avoir écouté, maman, et merci pour la nourriture. Je sais que je ne mérite rien de tout cela. J'ai hoché la tête sans rien ajouter. Je l'ai regardé s'éloigner dans la rue, les épaules voûtées, l'ombre de l'homme qu'il avait été. 2 mois ont passé depuis la visite de Robert. 2 mois pendant lesquels j'ai dû prendre les décisions les plus difficiles de ma vie. Je ne suis pas retourné à la maison immédiatement. J'avais besoin de temps pour guérir, pour récupérer les morceaux de moi-même que j'avais perdus dans ces mois de tourmente. Béatrice a été mon ancre tout au long de ce processus, me rappelant chaque jour que je méritais le respect et la dignité. Robert ne s'est pas représenté, mais il envoyait de courts messages chaque semaine. Il ne demandait rien, donnait juste des nouvelles, j'ai trouvé un 2e travail dans une station-service. J'ai payé la facture d'eau. Ça fonctionne à nouveau. J'ai nettoyé toute la maison. C'est comme tu aimes. C'étaient des messages simples qui montraient un véritable effort pour la première fois depuis longtemps, mais je n'étais pas encore prête à y répondre. C'est le neveu de Béatrice qui m'a finalement aidé à y voir clair. Madame Lorraine, cette maison est à vous. Vous avez 3 options, la reprendre et y retourner, la reprendre et la vendre pour recommencer ailleurs, ou la garder et la mettre en location pendant que vous vivez ailleurs. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c'est laisser la peur décider pour vous. Il avait raison. J'avais fui ma maison. Mais je laissais encore cet endroit me contrôler. J'étais encore prisonnière bien que je n'y sois plus physiquement. J'ai donc pris une décision. Je reviendrai, mais à mes propres conditions. La maison était à moi, et il était temps de la récupérer pleinement. J'ai demandé à l'avocat de préparer un document légal. Ce n'était pas une expulsion, mais un accord. Robert pouvait rester dans la maison sous des conditions très spécifiques. Il paierait un loyer symbolique de $200 par mois qui irait directement sur un compte d'épargne à son nom, afin que, lorsqu'il serait prêt, il puisse devenir véritablement indépendant. Il devait maintenir la maison en parfait état. Et surtout,
il devait suivre une thérapie pour travailler sur la façon dont il avait été manipulé et sur la manière de réparer notre relation. Lorsque j'ai présenté le document à Robert dans un café neutre, ses mains tremblaient en le lisant. « Tu me donnes une autre chance ?» a-t-il demandé, les yeux pleins de larmes. « Ce n'est pas une chance, Robert, » ai-je clarifié d'une voix ferme. « C'est un accord contractuel. Si tu manques à l'un de ces points, tu quittes la maison immédiatement et sans discussion. » Compris ? Je comprends. Il a hoché la tête avec ferveur. Et maman, pour l'argent du loyer, je peux te payer plus. J'ai 2 emplois maintenant. Je l'ai interrompu en levant la main. Ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de t'apprendre à valoriser les choses, à comprendre que rien n'est gratuit, et que les actions ont des conséquences. Les $200 sont symboliques, mais importants. Il a signé le document sans hésiter. Mais je ne suis pas encore retourné à la maison. Au lieu de cela, j'ai décidé de rester chez Béatrice encore quelques mois. J'avais besoin que Robert prouve par des actes, et pas seulement par des mots, qu'il avait véritablement changé. Et à ma grande surprise, il l'a fait. Il envoyait des photos de la maison propre chaque semaine, des preuves de paiement des factures, et même des certificats de ses séances de thérapie. Durant sa thérapie, comme il me l'a raconté plus tard, il a enfin compris comment Victoria l'avait manipulé, comment elle avait identifié ses insécurités, son chômage, sa vulnérabilité, et les avait utilisées pour faire de lui sa marionnette. Comment elle l'avait systématiquement isolé de sa mère jusqu'à ce qu'il ne puisse plus voir la réalité. Le thérapeute lui a fait comprendre que même s'il avait été manipulé, il est resté responsable de ses actes. Cette distinction était cruciale. 3 mois après la signature de l'accord, je suis enfin retourné chez moi. Robert m'a accueilli à la porte, visiblement nerveux. La maison était impeccable. Il avait nettoyé chaque recoin. Il avait réparé ce qui était cassé. Il avait même mis des fleurs fraîches dans le vase près de l'entrée, celui que Victoria avait jeté à la poubelle et qu'il avait récupéré. « Bon retour à la maison, maman » a-t-il dit d'une voix tremblante. J'ai parcouru les pièces, observant tous les changements. Mon fauteuil préféré était revenu à sa place d'origine. Les photographies que Victoria avait rangées étaient de nouveau sur les murs. Mon placard contenait tous mes vêtements parfaitement organisés. Il avait effacé toute trace de Victoria de la maison, comme si elle n'avait jamais existé. Mais le plus important était qu'il avait retrouvé l'esprit de foyer que la maison avait auparavant. Elle ne ressemblait plus à une prison, mais à un refuge. « Tu as fait du bon travail », lui ai-je dit, et j'ai vu ses épaules se détendre de soulagement. « Merci de me donner cette chance, maman. Je sais que je ne la mérite pas. Mais je jure que je ne te décevrai pas. » Les mois suivants furent une lente reconstruction. Robert et moi ne sommes pas revenus à ce que nous étions auparavant, car c'était impossible. Quelque chose s'était brisé entre nous qui ne pourrait jamais être complètement réparé. Mais nous avons construit quelque chose de nouveau, de différent, une relation basée sur le respect mutuel, sur des limites claires, sur l'honnêteté. Je n'étais plus la mère qui faisait tout pour son fils, et il n'était plus le fils qui considérait cela comme acquis. Nous étions 2 adultes apprenant à vivre ensemble avec les cicatrices du passé. Robert a travaillé dur dans ses 2 emplois. Il a économisé chaque centime possible. 6 mois après l'accord, il est rentré à la maison avec une nouvelle « Maman, je pense que je suis prêt à chercher mon propre appartement. J'ai économisé assez pour la caution et le premier mois de loyer. » J'ai ressenti un mélange de fierté et de soulagement. « Tu es sûr ?» lui ai-je demandé. « Complètement sûr. Il est temps pour moi d'être vraiment indépendant. Il est temps de prouver que je peux mener ma propre vie sans être un fardeau pour personne. » Le jour où Robert a emménagé dans son petit appartement, je l'ai aidé à faire ses cartons. C'était étrange et doux amer. Cette fois, la séparation était saine, nécessaire, choisie pour les bonnes raisons. « Viens me rendre visite souvent », lui ai-je dit alors qu'il chargeait le dernier carton dans sa voiture. Je vis maintenant seul dans ma maison, comme cela aurait toujours dû être après la mort de Walter. Béatrice vient me voir 3 fois par semaine, et parfois nous restons debout tard à discuter et à rire. Robert vient dîner tous les dimanches. Notre relation n'est pas parfaite, mais elle est réelle et construite sur des bases honnêtes. Il est toujours en thérapie, travaillant sur ses problèmes. J'ai également commencé une thérapie pour guérir les blessures que ces mois m'ont laissées. Parfois, je pense à Victoria et je me demande où elle est.
D'après ce que j'ai entendu, elle a trouvé un autre homme vulnérable avec de l'argent et répète le même schéma. J'espère que cette personne aura la force que Robert n'a pas eue pour s'échapper à temps. Mais elle n'est plus mon problème ni ma préoccupation. C'est un chapitre clos de nos vies. Ce que j'ai appris de toute cette expérience, c'est que l'amour sans respect n'est pas de l'amour. C'est de l'abus déguisé. Que la famille ne vous donne pas le droit de maltraiter quelqu'un. Que parfois, s'éloigner des personnes que l'on aime est le seul moyen de se sauver et de leur donner la chance de grandir. Et surtout, j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour récupérer sa dignité, peu importe le temps pendant lequel on l'a perdue. Ma maison est redevenue mon sanctuaire. Les murs ne contiennent plus d'échos d'humiliation, mais de la musique que je joue quand je le veux, des rires avec Béatrice, des conversations honnêtes avec Robert lorsqu'il me rend visite. J'ai récupéré ma vie. J'ai récupéré mon espace et, plus important encore, je me suis récupéré moi-même. Cette nuit-là, quand j'ai essayé d'ouvrir le réfrigérateur et que j'ai reçu une gifle, semble désormais être un lointain cauchemar. Un rappel de la façon dont une personne peut tomber bas lorsqu'elle oublie sa valeur. Mais c'est aussi un rappel de la force que j'ai trouvée lorsque j'ai enfin dit « assez ». Quand j'ai choisi mon bien-être plutôt que la peur de la solitude. J'ai 62 ans et je recommence à zéro. Certains diront qu'il est trop tard pour recommencer, mais je sais qu'il n'est jamais trop tard pour choisir la dignité. Il n'est jamais trop tard pour récupérer sa vie. Et il n'est jamais, au grand jamais, trop tard pour se rappeler que l'on mérite le respect, surtout dans sa propre maison. Surtout de la part des personnes qui prétendent vous aimer. C'est mon histoire. Ce n'est pas une histoire de vengeance, mais de reconstruction. Il ne s'agit pas de punition, mais de guérison. Et si quelqu'un vivant une situation similaire lit ceci, je veux qu'il sache une chose, vous avez le pouvoir de changer votre situation. Vous avez peut-être peur. Vous vous sentez peut-être faible. Mais en vous se trouve une force que vous n'imaginez même pas. Il vous suffit de faire le premier pas. Le reste suit. Aujourd'hui, j'ouvre mon réfrigérateur quand je le veux. Je mange quand j'ai faim. Je respire sans demander la permission. Et chaque fois que je fais ces choses simples, je me souviens du prix que j'ai payé pour cette liberté. Et je souris, car enfin, après tout, je suis rentré à la maison. Non seulement dans ma maison physique, mais chez moi.